Ok. Ok, je vous laisse répondre. Rachel, peut-être quelques questions là, par rapport à ta présentation. Ce qui peut surprendre un petit peu, c'est que si j'ai bien compris, enfin, il y a plusieurs questions dans ce sens. Les animaux avec les EC-, là, donc ceux qui ont un index état corporel faible, sont des animaux qui ingèrent moins en début de lactation et qui produisent davantage. Et dans les systèmes INRA jusqu'à présent, ou au moins jusqu'en 2007, c'était un peu l'inverse. On avait tendance à avoir plutôt des animaux qui, quand ils étaient en bon état, ingéraient davantage en début de lactation, et les animaux à faible état corporel avaient tendance à ingérer un peu moins. Donc, comment tu interprètes ça? Est-ce que ça vous a aussi un peu questionné? Alors, j'ai pas trop de recul, moi, sur le lien ingestion NEC en dehors de la génétique. Bon, on pourra poser la question à Philippe tout à l'heure, je pense qu'il sera peut-être plus à l'aise ou à même de répondre. Didier, tu as peut-être. On ne savait pas exactement ce qu'on allait avoir. Hein. Pour nous, c'était un peu la grande inconnue. Mais au final, parce qu'on ne savait pas si les animaux avec un index état corporel plutôt négatif étaient des animaux qui mobilisaient plus ou qui, d'une façon générale, étaient plus maigres un peu tout le temps. En fait, c'est un peu les deux. Ça c'est la conclusion. Et il semble qu'ils, de notre point de vue, hein, d'après cette expérience, ils mobilisent plus parce que ils produisent plus et ils adaptent leur ingestion un petit peu moins vite. Ça, c'est ce qu'on a observé. D'accord. Et par rapport aux index état corporel donc, que vous avez étudiés sur la base d'animaux bien réels dans les fermes expérimentales mobilisées, est-ce qu'on avait une grosse variabilité d'état corporel? Parce qu'on sait que selon les troupeaux, parfois on n'a peut-être pas toujours toutes les gammes de nos états dans les troupeaux. Donc est-ce que c'était le cas? Ou enfin, quelle est la plage de variabilité qu'on pouvait observer sur les animaux mobilisés pour l'étude? Sur les notes en elles-mêmes, oui. Pas sur les écarts observés. Sur les notes en elles-mêmes, je ne saurais plus dire les écarts. Sur le pain, les variations sont assez faibles. J'avoue que sur les autres données, je ne saurais pas trop dire. Mais sur le pain, les variations sont assez faibles. Et ce qu'on a observé vraiment entre les deux lignées, c'est 0,4 points de différence de NEC. D'accord. Qui est significatif, quoi. Ok. Alors, il y avait aussi des questions pour Didier. Donc, Didier, par rapport au travail qui a été fait là sur la population de vaches suivies en robot de traite, donc tu as évoqué le problème d'intégrer l'ingestion, notamment en début de lactation, qui influait qui influe forcément sur le poids. Est-ce que la partie consommation d'eau est inclue ou pas dans le 4,5, le coefficient qui a été pris en compte, ou est-ce qu'il faudrait l'ajouter, selon toi, pour affiner ces approches? Je pense que ça a été pris en compte. En fait, c'est un coefficient de 4,5 qui s'applique à la matière sèche. Et évidemment, c'est pas de la matière sèche qui est en contenu digestif. Par contre, je pense que ça prend pas vraiment en compte les éventuelles variabilités entre animaux. Le 4,5 est un coefficient moyen. Après, c'est quelque chose qui varie quand même beaucoup en fonction de la ration. Si j'ai bien compris ce que disent les collègues de Pégase, entre Rémi Pelagarde ou Philippe Favernin et Nicolas Frigens aussi à Mozart, ce coefficient il peut varier entre 3 et 6 assez facilement suivant le type de ration. Là, compte tenu de l'hypothèse qu'on faisait sur les rations bretonnes, c'était le coefficient 4,5 qui nous semblait le plus réaliste.
Après, on n'est pas complètement satisfait de ce genre de correction, hein, puisqu'on corrige le poids brut pour le contenu digestif, mais qu'on va prédire en fonction du poids et du lait, et ensuite on en déduit une corrélation génétique entre le poids corrigé et le lait, ce qui est quand même, voilà, on voit bien qu'on a quand même une petite difficulté méthodologique, mais en l'absence de données d'ingestion, on a fait au mieux, je dirais. D'accord. Et un peu toujours dans la même veine des problèmes méthodologiques, au-delà il y a une question par rapport à la perte de poids. Donc, ce qui a été mesuré, c'est du poids, mais est-ce qu'on est capable, au travers de ce travail, d'identifier quelle est la nature du poids corporel qui est perdu? Est-ce que c'est plutôt des tissus adipeux? Est-ce que c'est plutôt des tissus musculaires ou autres? Et si oui, est-ce qu'on est capable, peut-être par l'alimentation, d'influer sur la nature du tissu qui est perdu, entre guillemets? Alors, je pense que nos données, enfin, disons, les données des fermes commerciales ne permettent absolument pas de juger de la nature du poids. En ferme expérimentale, c'est plus facile, mais on constate quand même que l'essentiel de la perte de poids se traduit au travers de la note d'état corporel. Donc, c'est quand même plutôt du tissu adipeux, hein, même s'il y a toujours des protéines qui vont avec. Après, je pense que c'est plutôt les collègues plus physiologistes qui peuvent répondre à cette question. D'accord. Et peut-être une dernière question pour toi, Didier. Donc, tu mets en évidence une corrélation génétique entre la production laitière et la variation de poids vif, notamment en début de lactation. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement les fortes productrices ou les animaux forts producteurs mobilisent moins, ou est-ce que c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Les animaux forts producteurs mobilisent plus, mais avec une corrélation qui est de l'ordre de moins 0,3, moins 0,4. En début de lactation, hein, on s'entend. Oui. Les animaux qui produisent plus en début de lactation mobilisent plus. Leur perte de poids est plus forte. Mais la corrélation n'est pas de 0,6 ou 0,8 comme on aurait pu l'attendre. Nous, on ne la trouve que de l'ordre de 0,3, 0,4. Et en termes de génétique, ça veut dire que c'est une corrélation génétique qu'on peut assez facilement maîtriser en sélection. On peut sélectionner simultanément sur deux caractères qui sont opposés quand la corrélation n'est que de 0,4. Ça fait partie, je dirais, le nuage est quand même suffisamment vague pour qu'on trouve des reproducteurs qui soient à la fois bien pour l'un et pour l'autre, ou à minima qu'on ne dégrade pas le deuxième caractère quand on sélectionne sur le premier. D'accord. Peut-être une dernière question complémentaire. Est-ce que dans les résultats, dans ces travaux-là, il y a eu des choses de regarder au niveau de la variation d'état corporel et puis des acides gras non estérifiés dans le lait, j'imagine. C'est pas précisant la question, mais est-ce qu'on a des différences de composition fine du lait, notamment au niveau des acides gras du lait et des AGNE, entre les animaux qui mobiliseraient davantage par rapport à la population qui mobilise un peu moins? Alors, sur les données en ferme, on n'a pas cette information. Sur le pain, c'est en cours d'analyse, mais on a les données, mais on a les données. On a les prélèvements, les analyses sont en cours, on n'a pas pu encore regarder. Mais bon, la vidéo nous laisse supposer que plus ça mobilise, évidemment, plus on a des traces de mobilisation avec des AGNE, produits du bêta-OH aussi dans le sang, qu'on va retrouver dans le lait, et puis probablement beaucoup plus d'acides gras monoinsaturés dans le lait, hein, vraisemblablement. Après, c'est plus de la conjecture. On ne peut pas vous donner ces résultats-là à partir de nos données pour l'instant. D'accord, merci. Je laisse la place à Marie-Pierre pour la suite.